Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe. Après un spécial podcast dédié à Greg Popovich la semaine dernière, on va changer de registre et s'intéresser cette fois à une future star appelée à bouleverser la NBA, le phénomène de Duke, Zion Williamson. Annoncé comme le futur numéro 1 de draft, sauf visiblement pour les Phoenix Suns. Williamson est une espèce d'ovni, un top joueur de basket, mais ce sont surtout ses mensurations hors normes qui fascinent. 2m01 pour presque 130 kg. Oui Liliane, je crois que tu connais les mensurations du garçon. Une taille d'arrière pour un poids de pivot et une détente exceptionnelle d'ailier mesurée à plus d'1 mètre. Bref, un athlète hors norme, sorte de mixte entre Shaquille O'Neal et LeBron James, capable de révolutionner ou de redonner un nouveau souffle à la franchise qui le draftera en première position, sauf donc pour les Suns. Les équipementiers, eux, ne s'y sont pas trompés et on parle d'un futur contrat à 100 millions de dollars. Alors tout ça, c'est bien joli et c'est sans doute ce que vous allez me dire. Liliane Trévisan, bonjour Liliane. Bonjour Guillaume, bonjour Gaëtan, bonjour Max, et bonjour à tous et à toutes. Ouais, voilà, t'as piqué toute ma présentation. Gaëtan Scherer, salut. Salut tout le monde. Et Maxime Mallet depuis New York. Hello Max. Salut. Bon, alors je disais, tout ça c'est bien joli, mais à condition, désolé, mais de ne pas se faire le genou gauche dès le deuxième match avec les Knicks, par exemple, parce que son rapport vitesse-poids laisse craindre, oui, des risques de blessures graves. C'est évidemment pas ce qu'on va lui souhaiter, mais c'est un aspect qu'on va forcément aborder dans cette émission. En attendant, on se met tous les quatre en défense, on contracte les abdos, on ferme les yeux et on attend courageusement l'impact avec Williamson lancé pleine balle en contre-attaque. 3, 2, 1, début du Iron Lion Zion Game. Une question simple pour commencer. Peut-il échapper au premier tour de draft, Zion Williamson ? C'est impossible, Gaëtan. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, j'y crois Aucune pas. franchise ne peut ne pas drafter Zion Williamson. Aucune franchise, y compris les Phoenix Suns. Non, mais c'est vrai qu'il y a The Athletic qui a fait état d'une rumeur comme quoi les Suns seraient pour l'instant la seule équipe tentée de ne pas drafter Zion Williamson s'il venait à avoir le premier choix de draft à la loterie le 14 mai prochain. Ça me semble c'est une information qui doit être réelle. Apparemment, c'est le general manager de l'équipe, James Jones, qui serait très attiré et qui aurait beaucoup aimé le jeu de Ja Morant, donc qui est un meneur de Murray State, qui est pour l'instant donc annoncé dans les mock drafts, les drafts prévisionnels au numéro 2. Mais c'est impossible d'y croire. Comment voulez-vous qu'une franchise passe à côté d'un potentiel pareil, annoncé quand il était au lycée comme le nouveau LeBron, on s'est rendu compte qu'à Duke que c'était peut-être même un peu plus que ça, en tout cas que il n'était pas exactement sur la même lignée. On a vu pendant son année universitaire qu'il était beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait croire pendant son passage au lycée, où en gros c'était un adulte qui jouait au milieu d'enfants. À Duke, il a montré qu'il était bien plus que ça, que c'était un arrière avec un physique d'intérieur et des qualités de meneur qui jouait d'ailleurs à l'époque, c'est pour ça qu'il a une telle vision de jeu. Il sait tout faire, Zion Williamson, il a le profil type d'un joueur qui va pouvoir être au cœur d'une franchise, et si la franchise décide de faire passer tout le jeu par lui, de l'élever dès sa première année à un tout autre niveau. C'est impossible de passer à côté de lui. Max, Jerry West a déclaré récemment ne pas sélectionner Zion Williamson, ça serait comme ne pas prendre Michael Jordan à la draft. C'est pas un petit peu exagéré ça ? Il n'a pas gagné le titre universitaire avec Duke, le garçon. Ouais, mais bon, on a vu, franchement, que le joueur gagne ou pas le titre universitaire, ça a zéro importance sur sa place à la draft. On se souvient de Ben Simmons, qui est aujourd'hui à Philadelphie, qui avait même pas fait les playoffs avec Louisiana State à l'époque. Donc c'est vraiment les performances individuelles qui sont prises en compte. Les résultats de l'équipe sont au 220e rang à peu près de ce que les scouts et les directions de franchise évaluent avant de prendre un joueur. Après, ne pas prendre Michael Jordan, il n'a pas été pris premier, Michael Jordan, ne l'oublions pas. Donc c'est quand même un détail, mais non, c'est sûr que cette année, vu tout ce qu'on a pu avoir de Zion Williamson, je n'imagine pas une seule franchise qui ne le prenne pas en numéro 1. Ces stats de la saison universitaire, on va les rappeler, même si ce ne sont que des stats universitaires. 23 points, 9 rebonds, 2 passes en moyenne à peu près par match. Lily, une question simple. En quoi peut-il révolutionner la NBA ou tout au moins la franchise dans laquelle il va débarquer, Zion Williamson ?
En fait, je pense que ce qui est exceptionnel chez lui, c'est qu'il a des qualités basket indéniables, comme le rappelait Gaëtan. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut défendre, il peut attaquer avec la même énergie. Il a du jump, de la verticalité, il a une vision du jeu. Et surtout, c'est ce qui avait frappé LeBron James, qui était allé le voir jouer pendant le tournoi final NCAA. Il a une vitesse incroyable. Alors effectivement, c'est qui Zion Williamson? Je crois qu'on peut résumer, c'est un tank avec un moteur de Formule 1. Voilà. Après, il a quand même des défauts. Il n'est pas très grand. Il va jouer en NBA contre des joueurs qui seront suivant la position à laquelle il va jouer. Les observateurs NBA s'accordent pour dire qu'avec le potentiel qu'il a, il peut jouer carrément toutes les positions. Bon, je ne pense pas qu'on puisse le faire jouer meneur de jeu quand même en NBA, mais voilà, il a cette versatilité, cette polyvalence qui est extrêmement précieuse. Par contre, il n'a pas de shoot extérieur, ou très peu. Il est à 39% à 3 points en NCAA, qui, comme vous le savez tous, est un championnat où on défend quand même un peu moins maintenant. Et voilà, mais bon, c'est vrai qu'il a pour lui du QI basket, il a la force, je crois qu'on a rarement vu un joueur aussi jeune avec autant de force physique, de verticalité, d'explosivité, et il a une vision du jeu, effectivement, qui fait que c'est un bon passeur, il peut fixer, il peut renvoyer la balle, il peut défendre sur des joueurs plus petits à la périphérie parce qu'il est extrêmement vite. Encore une fois, LeBron James avait été estomaqué par sa vitesse de déplacement par rapport à son physique. Après, c'est peut-être pas forcément toujours la martingale la plus miraculeuse, vous le disiez en introduction, Guillaume, comment il va gérer ce physique, comment il va gérer effectivement les efforts demandés tout au long d'une saison NBA avec 82 matchs au minimum, avec un physique qui est quand même qu'il va falloir gérer. Tout le monde se souvient de ce 20 février du match contre North Carolina où il a explosé sa chaussure Nike. Alors, il faut savoir que ça a été un drame national, évidemment. L'action de Nike a dévissé en bourse dans la foulée et Nike a envoyé des experts en Chine pour vérifier si cette basket, la Kyrie 4, qui était le modèle porté par Williamson, était suffisamment costaude, forte, renforcée pour accuser les impacts et les changements de direction d'un corps aussi et d'une force aussi explosive. Et donc, ils ont travaillé pour renforcer la chaussure, ce qui est quand même... c'est rarissime quand même. La chaussure n'est pas assez forte pour supporter à la fois sa puissance, son explosivité, son poids et toute l'énergie musculaire qu'il dégage. Donc voilà, il va falloir qu'il gère ça aussi. Justement, ça c'est une excellente remarque, Liliane. Si Zion va arriver la saison prochaine en NBA, il va devenir de suite le deuxième joueur le plus lourd de la ligue derrière... Boban Marjanovic. Absolument, voilà, dont tu es un grand fan, Gaëtan. J'adore. Des joueurs lourds dans l'histoire de la NBA, il y en a eu. On se souvient de Oliver Miller, on se souvient évidemment... Too much pizza. Big O, on se souvient d'Eddie Curry, on se souvient de Shaquille O'Neal. Ça a souvent été... ils ont souvent été en proie à des plaisanteries plus ou moins douteuses. La question est simple, est-ce qu'il peut faire une carrière NBA avec ce poids-là? Est-ce qu'il va pas falloir qu'il se prenne en main sur cet aspect-là, Gaëtan? Non, moi je pense pas, parce que comment dire, en fait lui quand il est arrivé au lycée, donc il avait autour des 15 ans, il avait un poids tout à fait normal, il tournait autour des 90 kilos, Zion Williamson, et il faisait à peu près 1m90. Et il a pris soudainement en 2 ans pas loin de 45 kilos. Et c'est quelque chose qui, normalement, pour un jeune normalement constitué, crée de graves problèmes aux genoux, empêche une progression sportive, empêche un développement, j'imagine, même musculaire. Zion Williamson, il a réussi à absorber cette prise de poids soudaine assez monumentale et a continué à être un joueur de basket encore plus impressionnant. Il n'a pas perdu en détente. Il a même gagné en détente, ce qui est quand même assez... plus d'un mètre. Voilà, plus d'un mètre sèche. Récemment mesuré à 1m15. Alors on verra, il y a le draft combine, la mi-mai à Chicago, où on aura les mensurations officielles. Je pense que ce sera l'un des grands moments de savoir à combien saute Zion Williamson. On dit qu'il est capable de récupérer une pièce de monnaie en haut du panier. Donc d'atteindre un 3m90, ça me semble loin d'être improbable. Et il avait réussi en tout cas, alors ça lui a causé des petits problèmes aux genoux, mais il a réussi à supporter ce poids. À la limite, en lycée, on peut se dire qu'avec l'intensité des matchs de lycée face à ses adversaires, des joueurs qui faisaient pour la plupart 40 cm et, je sais pas moi, peut-être 60 kilos de moins que lui, ça posait pas de problème. Mais à Duke, il a tenu le choc. Alors effectivement, il a eu ce petit souci de chaussure. Au final, bon, c'était une entorse bénigne. Mais je pense pas qu'il ait besoin de perdre du poids, sachant qu'aujourd'hui, ça ne le freine pas. Il en fait une force. C'est un ovni physique. Personne n'est censé pouvoir se déplacer aussi vite en faisant un tel poids.
Si on regarde un passé récent, alors vous avez cité des joueurs comme Oliver Miller ou quoi, qui eux étaient pénalisés par ça parce qu'ils avaient des vrais soucis par rapport à leur poids. Yao Ming aussi. Voilà, il y en a eu dans l'histoire même récente, mais je pense qu'on s'approche plus d'un Larry Johnson ou un Charles Barkley, c'est-à-dire des joueurs qui ont su utiliser cette force. Ce poids, ça les a pas tirés vers le bas, ça leur a pas posé de soucis. Au contraire, ils ont su l'utiliser à bon escient et en faire une qualité supplémentaire. Aujourd'hui, Zion Williamson, il peut très bien être ce qu'on appelle un point center, c'est-à-dire monter la balle à la Ben Simmons ou à le LeBron James avec le poids qu'il a aujourd'hui. Ça n'altère ni son explosivité, ni sa vitesse. C'est pas un sujet, pardon Lily, c'est pas un sujet, Max, aux États-Unis, le poids de Zion Williamson, un sujet de débat presque. Pour l'instant, non. Après, ça peut le devenir. C'est vrai que Gaëtan dit qu'il a supporté parfaitement jusque-là. Mais après, sur la NBA, on est sur un autre rythme. Il a joué 33 matchs entre guillemets seulement au niveau universitaire, des matchs qui sont plus courts aussi, 40 au lieu de 48, donc il faudra voir, je pense que la franchise qui va le choisir suivra ça attentivement, son rendement sur une saison de 82 matchs, est-ce qu'il y a un moment où il y a de l'usure, de la fatigue en jouant tous les 2 jours, est-ce qu'on a l'impression qu'il est moins explosif avec l'accumulation de fatigue, souvent les rookies ont du mal autour de la fin janvier, début février, juste avant la pause pour le All-Star Game. C'est un moment où il y a pas mal de fatigue chez les joueurs, donc on pourra observer si cet aspect-là lui pose problème ou pas. Après, s'ils estiment qu'il a des kilos en trop, on a vu beaucoup de stars qui récemment, comme LeBron par exemple, ont décidé de perdre du poids pour avoir un peu plus d'explosivité, etc. Donc ils pourront ajuster ça s'ils estiment que c'est nécessaire à ce qu'il s'exprime à son meilleur niveau. Quand on voit le soin avec lequel LeBron entretient son corps, on en a déjà parlé dans des podcasts précédents, effectivement les efforts qu'il a dû faire pour perdre un petit peu et en poids j'entends, et ne pas perdre en vitesse et en puissance, est-ce que vraiment Zion a 82 matchs, l'intensité des phases finales derrière, avec des joueurs qui voudront forcément aller le défier quand même, ou en tout cas au moins au début je pense qu'ils essaieront, pour vous il n'y a pas de risque plus que ça en fait qui se pète, enfin Si, Liliane ? Oui, je pense qu'en fait, on sous-estime aussi une donnée, c'est qu'il n'a que 18 ans. Enfin, il aura 19 ans en juillet prochain. Il n'a pas fini sa croissance. C'est un organisme qui est encore en train de voilà, articulairement, musculairement, il n'est pas fini. Voilà. Et il est dans une mouvance où il surexploite son corps, ce qui lui va très bien maintenant, sur un rythme de 33 matchs, comme le rappelait Max. Après, en NBA, il y a plus d'impact, il y a plus de matchs, les matchs sont plus longs. Il va tomber, comme disait Shaquille O'Neal, il va trouver en NBA face à lui des joueurs qui savent faire pas mal de joueurs qui savent faire à peu près les mêmes choses que lui, voilà, et qui sont plus grands. Donc, il va falloir qu'il s'adapte. Et voilà, son poids, intrinsèquement, c'est pas un problème qu'il fasse 130 kilos parce qu'il est explosif à 130 kilos. Le problème, c'est combien de temps son corps, sa structure corporelle, ses articulations, ses tendons vont pouvoir assumer ce poids et cette explosivité sur la durée, en fait. Sur la durée, parce que la NBA, c'est un long voyage. La saison est hyper exténuante, elle est très longue et encore une fois, le jeu, c'est pas celui de la NCAA. Il va y avoir plus d'impact, il va être harcelé, il va être pressé. C'est différent. Donc, je pense qu'il va falloir effectivement, on peut supposément faire confiance aux franchises NBA pour ça, qui normalement ont des staffs médicaux, le surveiller de très près et qu'il ait aussi une bonne hygiène de vie. A priori, il semblerait que ce soit un garçon plutôt bien éduqué, tout ça, qui fasse assez attention à ça. Mais bon, on sait qu'une fois qu'on arrive en NBA, c'est l'univers aussi de toutes les tentations, tout est différent. Voilà, mais je pense qu'effectivement, son physique va demander vraiment beaucoup d'attention, de suivi, parce qu'encore une fois, il a que 18 ans, on ne peut pas me dire maintenant, ce mec, Zion Williamson, il a le corps d'un mec de 25 ans. Non, c'est pas fini, son corps n'a pas fini de bouger encore un peu, et donc il va falloir qu'il gère tout ça. Après, c'est vrai qu'il est lourd, mais il est pas gros, il est pas gras, quoi. Oui. Son corps, c'est du granit, quoi. C'est assez hallucinant. Assez hallucinant à voir. Tu es déjà allé le toucher, Gaëtan ? Bien sûr. Non, mais c'est vrai, il est pas gras comme pouvaient l'être des Oliver Miller ou même un Charles Barkley à l'époque, quoi. Il est sec, quoi. Après, c'est vrai qu'il a une telle intensité de jeu et il peut avoir parfois certains excès d'engagement que oui, évidemment, sur un rythme de 82 matchs en l'espace de 6 et quelques mois, ça peut être plus compliqué.
mais il est pas hors de forme. Bien au contraire. Non, bien au contraire. On n'a surtout pas dit ça, mais Charles Barkley qui en parlait récemment, puisqu'on lui dit que parfois, on lui a fait la remarque à Sir Charles il y avait un petit peu parfois des similarités entre Zion Williamson et lui. L'explosivité en moins. Voilà. Et Barkley qui a réussi à gérer sa carrière, et vous le savez, vous l'avez vu jouer, et il l'a reconnu, il a dit « Moi, j'étais quand même vachement moins explosif ». Alors, ça veut dire qu'effectivement, il ne pouvait pas produire le même jeu et la même énergie que Williamson, mais ça lui a permis de gérer sa carrière aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à jouer assez longtemps. Voilà. Et Williamson, avec toutes les sollicitations qu'il impose à son corps, il va falloir qu'il fasse attention à ça. Max, quel équipementier va réussir à lui mettre la main dessus? Alors j'ai cherché un petit peu pour préparer ce podcast. J'ai vu qu'on allait peut-être, vraisemblablement, atteindre un nombre inédit en millions de dollars pour le contrat chaussure du garçon. Qui est-ce qui est en pôle? Nike, Adidas, Puma, Reebok? Je pense que c'est Nike qui portait des Nike jusque-là. Nike a fait un gros boulot pour justement être sûr que ses chaussures allaient bien lui aller. Nike a repris aussi le leadership NBA entre guillemets en refaisant l'équipement les maillots qu'ils avaient abandonné à Adidas pendant quelques années. Donc a priori on se dirige vers la marque à la virgule. Et oui, ça va atteindre des sommes incroyables. C'est vrai qu'on connaît les contrats de joueurs avec les équipes qui fuitent tout le temps. Les contrats, par contre, avec les équipementiers, c'est beaucoup plus discret et c'est souvent des sommes bien plus élevées. Donc, c'est vrai que du moment où il arrivera dans la ligue, il signera son contrat de joueur, il signera son contrat équipementier, il aura son avenir garanti. Nike avait eu LeBron à 87 millions avant qu'il arrive en NBA. On va voir si c'était un record à l'époque. A priori, ça pourrait... C'était sur 7 ans, me semble-t-il. Ouais, et ça pourrait bien être dépassé. Oui, parce qu'en fait, Sonny Vaccaro, qui était un intermédiaire très influent dans le milieu des équipementiers chaussures notamment, c'est le mec qui avait fait signer Michael Jordan avec Nike en 84. Sonny Vaccaro observe la situation avec un œil très avisé et il y a a priori 6 marques qui sont prêtes à s'entretuer. Alors, on parle de Nike, évidemment, Adidas, Under Armour, New Balance, Puma, Anta. Voilà, faites votre choix. Et d'après lui, ça va être la plus grosse guerre d'enchères pour un contrat chaussure qu'on ait jamais vu en NBA. Donc, effectivement, alors il y en a qui parlent du chiffre mythique de 100 millions de dollars. Moi, j'ai du mal à imaginer un contrat de chaussure à 100 millions de dollars pour un rookie de même pas 19 ans, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Moi, pour 100 millions de dollars, je porte des sabots sans problème. Pareil. Tout ça arrivera peut-être, sauf si le FBI lui met la main dessus, Liliane. Je crois que tu es en prise directe avec le FBI. Avec oui. le FBI, avec le Bureau fédéral. Oui, et il y a quelques investigations qui méritent investigation, justement. Voilà, effectivement, vous devez savoir qu'il y a actuellement une grosse investigation du FBI contre la NCAA pour des affaires de corruption ou de tentatives de corruption émanant de joueurs et de certaines facs. Et dans la première phase de cette enquête, le nom de Zion Williamson était ressorti, puisqu'a priori, d'après le témoignage d'un assistant coach, il aurait, à l'époque où il était approché par Kansas, il aurait considéré l'offre de Kansas en demandant, pour appuyer un petit peu la demande, de toucher de l'argent et une maison. Voilà. Ce qui est totalement interdit. Ce qui est absolument interdit. Voilà, il y a un gros problème au niveau de la NCAA où les joueurs effectivement ne sont pas rémunérés. On sait tous officiellement. Voilà, absolument. Il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Il va falloir probablement reprendre tout ça sur un autre dossier. Donc voilà, ça c'était. Voilà, il y a eu cette première suspicion. Et là, je viens de voir effectivement qu'il y a une vingtaine d'heures, le procès se tient actuellement à New York. Le FBI instruit son procès contre la NCAA à New York. Et je viens de voir que des écoutes avaient été produites, donc c'était il y a une vingtaine d'heures. Et dans ces écoutes-là, très nominativement, revient le nom de Zion Williamson. Alors ce coup-ci avec une autre fac. Donc visiblement, c'était pas une démarche accidentelle avec Kansas, puisque là il s'agit de Clemson et c'est l'assistant coach de Clemson qui témoigne en disant qu'effectivement, si on veut Zion Williamson, il réclame quelques trucs, je pense qu'on peut lui donner, etc., etc. Ils ont des écoutes là-dessus et donc son nom vient de faire surface pour la 2e fois dans le gros dossier de corruption qu'instruit le FBI contre la NCAA. Donc on peut se poser des questions aussi sur sa vraie mentalité. Est-ce que c'est lui
qui est à l'origine vraiment de ces démarches? Est-ce que c'est son entourage? Souvent, les jeunes joueurs NCAA sont très suivis par leur famille, leurs parents, ils sont très entourés. D'où émanent ces démarches-là? Mais enfin, en attendant, il est mêlé à cette affaire de corruption. On ne sait pas quels vont en être les développements. Est-ce que ça va peser dans l'esprit des clubs sur son futur avenir à la draft? Je ne pense pas une seconde. Enfin, sauf s'il est effectivement reconnu coupable et qu'il y a des sanctions qui s'appliquent dans la foulée. Mais voilà, enfin, il est dans ce maelstrom un petit peu pas très sain, un peu malsain de corruption en NCAA. Et maintenant, le problème, c'est de savoir à quel point ça va nuire ou pas à sa réputation. C'est une excellente question pour toi, Max. Je pense que je vais ressortir mon chiffre préféré. Je pense que ça va être Zéro. La NCAA qui a donc cette obligation d'amateurisme qui est un petit peu de plus en plus tournée en ridicule quand on voit les sommes qui circulent, l'argent que interdiction d'avoir des agents aussi, par exemple. Voilà, alors ça a un petit peu changé maintenant, c'est-à-dire que les joueurs maintenant peuvent avoir un agent, se présenter à la draft une première fois, et puis s'ils se rétractent avant le 29 mai, ils peuvent retourner une saison NCAA parce qu'ils ont compris que voilà, ça servait à rien de tout interdire. Il y a des choses ridicules comme par exemple des joueurs qui doivent des fois rembourser s'ils mangent un peu trop à un buffet parce que c'est considéré comme un bénéfice de leur pratique sportive. Enfin bref, donc toutes ces règles NCAA sont quand même énormément tournées en ridicule. Les gens de la NBA leur portent pas un grand respect. Donc même s'il y a le FBI et que tout de suite ça fait peur, maintenant il est sorti de la NCAA, il y remettra plus jamais les pieds. Il est en NBA et que sa famille ait demandé 10, 15, 100 000 $ pour essayer de le faire aller ici plutôt que là en universitaire, ça n'aura pas le moindre impact sur ce que les franchises NBA pensent de lui. Oui, Sauf à considérer qu'il y ait des sanctions réellement, qu'on ait envie de faire un exemple, qu'on ait envie de faire preuve de moralité. Qui ne peut pas jouer en NCAA? Non, des sanctions judiciaires. Pour l'instant, voilà. des sanctions judiciaires, on n'en a pas vu une seule contre un joueur. On n'a même pas eu évoqué la possibilité que ça touche des joueurs. C'est les agents, c'est ces gens-là qui seront touchés par les éventuelles sanctions. Certains se sont d'ailleurs étonnés que le FBI passe autant de temps sur c'est pour ça que je dis avec des règlements d'une entreprise entre guillemets privée. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une volonté d'exemplarité dans cette enquête, qu'on veut se dire à un moment, on va faire un exemple ou pour l'image ou je ne sais quoi. Mais effectivement, c'est très étonnant que le FBI soit à fond dans cette investigation. Donc c'est pour ça que je dis, ils ont peut-être envie de faire un exemple à un moment ou à un autre pour dire, bon, vous voyez quand même, on reste pas les bras croisés, etc., etc. Bon, après, tout est ouvert. Ce ne sont évidemment que des suppositions. Pas sur des chaussures à $100 millions, Liliane. C'est pas raisonnable. Des loups-boutins, peut-être. C'est vrai que de toute façon, la tendance est plus à la correction du système absurde en soi qu'à la sanction des joueurs. D'ailleurs, l'affaire Williamson, toute l'affaire de la chaussure explosée, avait ramené sur le terrain du débat le fait que les joueurs soient obligés de passer par l'université et par ce gloubi-boulga administratif pas possible, et puissent aller directement à NBA comme l'avait fait avant Kobe Bryant ou LeBron James. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va très vite revenir d'actualité. On a vu des joueurs qui sont déjà dans la ligue, je pense à Dennis Smith Jr. Par exemple, dont il y a déjà eu des écoutes et des affaires qui sont sorties sur ces sujets-là, et à aucun moment il a été inquiété ou il a été question qu'il pourrait avoir la moindre sanction contre lui. Bon, on va revenir un petit peu au jeu. Justement, quelle pourrait être la meilleure destination possible pour Zion Williamson? Alors, surtout pas les Suns. Gaëtan, tu prendras la parole en dernier, du coup. Pour lui, pour sa carrière, pour son exposition, pour le développement de la franchise en question, le meilleur spot pour lui, ça serait quoi? Les Knicks, Max, parce que tu es à New York et tu as envie d'y rester? Ouais. Pour lui, ça dépend ce que les Knicks feront à partir d'une semaine après la draft, c'est-à-dire au moment de la free agency, de signer les joueurs agents libres, parce que c'est sûr que s'ils arrivent à obtenir, comme ils l'espèrent, des joueurs comme Kevin Durant et Kyrie Irving, s'il peut s'accompagner de ce duo-là à New York, ça va être énorme pour lui. Après, ça, c'est un scénario un peu idéal. Ça veut dire aussi qu'il y aura énormément d'attentes à New York. Tu crois au Père Noël? C'est un club qui est difficile. Non, c'est eux qui croient au Père Noël. Moi, je ne crois pas une seule seconde
qui vont arriver à avoir ce trio-là, mais eux en rêvent et sous-entendent qu'ils ont des garanties pour les agents libres, pour la loterie qui aura lieu le 14 mai d'ailleurs. Oui, c'est le 14 mai qu'on saura quelle équipe a le choix numéro 1 lors du tirage au sort qui se tient à Chicago. Mais oui, New York, ce serait on va dire ce qui serait le plus fou pour lui, pour la NBA. Ça créerait quelque chose d'assez unique. Pour moi, ce serait le pire, mais de mon point de vue subjectif. C'est-à-dire que lui mettre tout de suite ce matraquage médiatique et cette pression dans un effectif qui est quand même d'une pauvreté indigente au Knicks. Enfin, je trouverais ça vraiment dommage pour lui. Après, c'est vrai qu'il aurait la place pour s'exprimer et tous les ballons passeraient par lui. Moi, parmi les 3 équipes qui ont donc le plus de chances d'avoir le premier choix, il y a donc Phoenix, il y a donc New York, mais il y a aussi Cleveland. Il y a Cleveland. Et Cleveland, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les Suns, donc je préférais Phoenix, évidemment. Mais Cleveland, ça me plaît beaucoup dans le sens où je me dis qu'il pourrait à peu près copier ce que fait aujourd'hui Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. Ouais. C'est-à-dire avec un intérieur fuyant comme là aujourd'hui Giannis et Brook Lopez. À Cleveland, il y a Kevin Love. Et je pense qu'une raquette avec Kevin Love et Zion Williamson, ça peut être quelque chose de très complémentaire. Zion pourrait... Oui. Tu le mettrais en 4, Williamson, en NBA, 2m01? Non, mais je le mettrais comme Philadelphie utilise Ben Simmons, je le mettrais comme Milwaukee utilise Giannis Antetokounmpo, c'est-à-dire je l'utilise partout où il n'a pas de poste. On peut le mettre en 4 sur le 5 de départ si on en a envie, mais après, c'est pas sûr que les franchises l'utilisent comme ça. Hein. Elles peuvent estimer que parce que donc, Coach K, le coach de Duke, l'a fait utiliser en deuxième option, puisque à Duke c'était R.J. Barrett qui était la première option offensive, que ça a plutôt bien marché et qu'il avait quand même une adresse fantastique. Et ben pour ses débuts, Zion Williamson reste la deuxième option. Pour moi, ce serait le mauvais choix à faire. Je pense qu'un joueur avec ce potentiel-là et ce talent-là, il faut que ça soit l'option numéro 1 tout de suite. Et je pense que c'est à Cleveland, si je dois voir comme ça les équipes potentielles où il pourrait s'épanouir, Cleveland me semble une destination idoine. Cleveland sucks, Liliane, non? Oui, peut-être pour aller passer ses vacances en été, sauf si vous aimez la pêche, puisqu'il y a énormément de très jolis lacs. Il y a un très bon barbecue aussi. Oui. C'est pas bon pour Zion, ça. Oui, tout à fait. Et oui, c'est pas bon pour lui. Enfin, quoi, il y a des protéines dans la viande rouge, mais quand même. Et oui, je suis d'accord avec Gaëtan. Moi, c'est une équipe qui me paraît plutôt adaptée à recevoir un joueur au stade où il en sera de sa carrière, avec les ambitions qu'il aura, et bien entouré. Il lui faut aussi une équipe où il y ait quand même un peu de shooter, parce que c'est pas lui qui va créer le danger à l'extérieur. Je le répète, il sait pas shooter extérieur. Il est pas. Alors, la leçon vient de Shaquille O'Neal, ça fait un peu rire, mais qui disait il a intérêt à travailler son shoot. Donc bon voilà. Mais 39% à 3 points en NCAA, ça va peut-être pas passer la barre en NBA. Et je pense qu'effectivement, en plus à Cleveland, il aura moins de pression. Il faut savoir aussi que Gaëtan, il sera comparé à LeBron s'il arrive à, oui, tout à fait. Et Cleveland en numéro 1. Bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit fait pour lui déplaire. Et je pense qu'il aura plus de temps pour se faire à la NBA en allant dans une équipe comme Cleveland qu'effectivement à New York. Je ne parle pas de Phoenix, puisque je ne veux pas fâcher Gaëtan. Sachant qu'il y a aussi Chicago qui a une petite chance de l'avoir. Ça dépend comment ça tourne. Ils ont 14-15% de chance de pouvoir avoir le pic. Les Lakers aussi. Les Lakers, on va oublier. Hein, c'est un petit peu la franchise de la loose, là, en ce moment. 2% les Lakers. Voilà. Merci, Max. Mais Chicago, pourquoi pas? Moi, j'aime bien l'idée de Cleveland, l'idée de Chicago. Il lui faut un club où, effectivement, il aura toutes les responsabilités, où on va jouer pour lui, pour le mettre en valeur, mais il faut aussi qu'il soit entouré. Voilà, il faut qu'il soit soutenu, il faut qu'il soit entouré, il faut qu'il y ait des shooters dans ce club, parce qu'encore une fois, on a besoin de ça en NBA. Voilà. Après, sur la pression médiatique, c'est vrai qu'il serait mieux aussi dans des clubs comme ça. Sachant que, par ailleurs, c'est un garçon qui aime bien les journalistes, il faut le dire. C'est si rare. Hein. Et qui est très à l'aise devant les médias, qui répond à tout, qui est très disponible. Ça aussi, c'est une donnée qu'il va falloir intégrer pour lui en NBA, où effectivement, il y aura beaucoup plus de demandes et tout ça. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il lui faut une franchise structurée, qui n'ait pas d'ambition démesurée et où il soit bien entouré. Voilà. Et est-ce qu'on a une chance, Max, de le voir avec Team USA, un peu à l'image de Christian Laettner en 92, pour disputer la Coupe du Monde en Chine à la fin de l'été? Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il n'est pas dans la shortlist de 35 joueurs qui sont que des joueurs NBA, qui a été établi il y a quelques temps déjà. Donc je pense que et puis bon, de toute façon, avant son arrivée dans la ligue, j'imagine pas qu'il se risque à aller faire la Coupe du Monde en Chine.
Après, on verra peut-être pour 2020, on verra quand la nouvelle liste des joueurs possibles, il y a autour de 30-35 noms à chaque fois en début d'année, sera donné s'il en fait partie. Ouais, Parmi les raison, destinations, moi, 35, hein. je placerai Atlanta comme une destination plutôt très intéressante avec il a besoin de shooters, il y a Trae Young qui y est. Il y a aussi d'autres joueurs intéressants, jeunes intéressants comme Collins, comme Prince, donc ça peut être aussi un mix assez intéressant de le mettre à Atlanta. Pour ce qui est de l'attention, de toute façon, peu importe où il ira, il aura énormément d'attention. Ce serait décuplé à New York ou à Chicago, mais il aura aussi énormément d'attention dans n'importe quelle ville où il sera. Donc, c'est une donnée qui, fondamentalement, ne changera pas où qu'il aille. Oui. Moi, j'ai cette envie qu'il aille dans un petit marché, qu'il porte un petit marché et qu'il le prenne sur ses épaules. Je vais pas dire que New York c'est trop attendu, mais après c'est vrai que New York normalement en plus devrait attirer du bel agent libre cet été. C'est juste une petite équipe à défaut d'un petit marché avec New York. oui, vu comme ça c'est sûr. Mais oui, normalement les Knicks ont normalement les moyens cet été de s'attirer du gros poisson. C'est pour ça qu'ils ont tradé Porzingis. Donc enfin voilà, juste pas gâcher son talent en l'utilisant en 3e, 4e option. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un Zion Williamson il a pas de shoot. Enfin il a un shoot très largement perfectible, même s'il a une mécanique à peu près correcte, mais tout le monde s'accorde à dire que si ce gars-là a un tir, ne serait-ce qu'un tout petit peu correct, ça suffit à faire de lui une superstar. Regardez l'impact qu'a Simon sur les Sixers aujourd'hui, il sait pas tirer un 3 points. Regardez Giannis Antetokounmpo qui risque d'être MVP sans savoir shooter à 7 mètres. Aujourd'hui, c'est une NBA où les postes ils sont fondus, où on joue beaucoup small ball et où un profil comme lui, il peut s'épanouir comme aucun autre profil. Je voulais revenir juste, tu parlais de Cleveland, donc tu espères qu'il aille à Cleveland. Je pense que si Cleveland obtient le premier choix à la loterie, il y a beaucoup d'équipes qui vont être énervées parce que Cleveland, ils ont eu le choix numéro 1 en 2003, en 2011, en 2013 et en 2014. Donc les autres équipes aimeraient bien que ça tombe pas encore pour eux. Ouais, ils travaillent beaucoup pour ça, les Cavs, hein, pour avoir le premier choix de draft à chaque fois. Ils ont fait de beaux efforts certaines années, c'est vrai. Les Suns ont tellement travaillé cette année pour ça, ce serait dommage quand même. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas loupé C'était qui la dernière pépite qu'ils ont loupé ? Ah oui, Luka Doncic, c'est ça. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. Il est l'heure pour moi de vous remercier tous les trois. On va suivre avec attention la suite des investigations du FBI, la future signature avec l'équipementier et puis bien sûr la future destination. On saura ça donc mi-mai de Zion Williamson. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Salut.